Bonjour tout le monde, je suis le professeur Abibatou Sall, je suis médecin biologiste et spécialisé en hématologie, actuellement en service, chef de service du laboratoire d'hématologie et de la banque de sang de l'hôpital de la Jam de Dakar. Je suis très honorée aujourd'hui de participer à cet enseignement sur la qualité et donc nous aurons à faire différents cours qui sont centrés sur le contrôle qualité interne au laboratoire et le contrôle qualité aussi bien pour les analyses qui sont quantitatives que pour les analyses qui sont qualitatives. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons quand même faire une introduction au contrôle qualité. Donc, les objectifs d'apprentissage de cet enseignement, c'est de pouvoir définir le contrôle qualité et de décrire sa relation avec le système général de gestion de la qualité, mais également de pouvoir décrire les différences existantes entre les tests quantitatifs, les tests semi-quantitatifs ainsi que les tests qui sont qualitatifs. Permettez-moi d'abord de rappeler pourquoi il faut la qualité dans les laboratoires. Déjà, la première chose qu'il faudra prendre en compte, c'est justement les besoins des clients. Les clients, ce sont toutes les personnes qui viennent au laboratoire pour faire, par exemple, leurs analyses. Il faut également optimiser l'organisation des activités. Il faut que tout soit bien organisé, que l'organigramme soit défini, etc. Il faut surtout, je l'ai mis en gras, accroître la crédibilité du laboratoire. C'est très important parce que maintenant, on se base beaucoup sur les analyses de laboratoire ou alors d'imagerie pour justement faire le traitement des patients, le suivi ou alors, s'il s'agit de pathologies cancéreuses, faire peut-être un suivi de maladies résiduelles, etc. Donc, il est indispensable, primordial qu'un laboratoire puisse avoir une crédibilité basée sur la fiabilité des résultats que ce laboratoire fournit. La qualité permet également le positionnement aussi bien au niveau national qu'au niveau international, parce que justement, si on a un laboratoire qui est connu, réputé, qualifié ou bien qui est accrédité, ça donne un certain positionnement, une certaine crédibilité donc. La qualité permet également d'optimiser la gestion de l'information et des données, puisque tout est enregistré. Pour toutes les actions menées, il y a des enregistrements, donc on sait qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'on a déjà fait, où est-ce qu'on doit aller le chercher. Il y a également des enjeux qui sont économiques et financiers, par exemple l'efficience des ressources, tout est bien utilisé, il n'y a pas de gaspillage et la confiance des partenaires. Donc, tout ceci, la liste n'est pas exhaustive, mais en tout cas, ce sont des raisons qui permettent ou bien qui expliquent qu'il faut impérativement mener une démarche qualité au niveau d'un laboratoire. Malheureusement, il y a des obstacles. Comme tout changement, ce n'est pas des choses auxquelles nous sommes forcément habitués. Donc, ces obstacles, il peut s'agir de manque de motivation et d'implication du personnel, parce qu'encore une fois, la qualité, c'est un esprit d'équipe. Il faut que tout le monde y mette du sien. S'il y a, par exemple, dans un laboratoire, des gens qui font de la qualité ou bien qui respectent les règles de la qualité alors que les autres ne le font pas, ça ne peut pas marcher. Donc, motivation et implication du personnel, ce sont les obstacles, les premiers écueils qu'il faut mettre de côté si on veut avoir une bonne démarche qualité. La réticence au changement, j'en parlais tout à l'heure. Il y a des gens qui ont une certaine façon de faire, qui ne veulent pas vraiment changer. Quand on leur dit il faut écrire des procédures, ils sont un peu réticents, en tout cas, au changement. Donc, il faut également éviter cet obstacle pour pouvoir avancer. Une organisation qui est peu performante également, le défaut d'engagement de la direction du laboratoire. Alors ça entre dans le cadre du management de la qualité parce que si la direction du laboratoire ou bien la direction de l'hôpital n'est pas engagée, là également, il va y avoir des obstacles pour dérouler complètement la gestion de la qualité. La lourdeur, la redondance de certaines démarches, on le comprend parce qu'il va falloir tout écrire, tout archiver, tout documenter, etc. Ça peut sembler lourd et redondant,
mais ce sont des choses pour lesquelles, si on a l'habitude de le faire, on les fait correctement et puis voilà, sans souci. Le manque de ressources également et de moyens, oui, ça peut être un frein parce qu'il faut nommer un responsable qualité, il faut des réunions, il faut des procédures, il faut enregistrer, etc. Donc, le manque de ressources peut également être un obstacle à la qualité. Mais on ne dit pas qu'il faut tout avoir pour démarrer la qualité. Même avec les moyens du bord, on peut quand même démarrer avec ce qu'on a. Alors, quelques rappels ici sur les concepts de la qualité, à savoir d'abord la qualité externe qui peut être définie comme la satisfaction du client, donc un client qui est satisfait. Donc, on parle du client quand on parle de qualité, mais le client souvent c'est assimilé au patient et le client c'est celui qui vient au laboratoire ou alors qui prend son téléphone pour avoir des informations. Et vraiment, cette satisfaction du client doit être un objectif majeur dans la démarche qualité. Parce que tout ce que l'on fait, c'est justement pour cette finalité, à savoir la satisfaction du client. Mais à côté, il faut savoir qu'il y a également la qualité interne. Donc, la qualité interne, c'est tout ce qu'on fait à l'intérieur du laboratoire avant de donner les résultats. Donc, à partir déjà de l'accueil du patient, prélèvement chez le patient également, de la gestion des échantillons, de la gestion des contrôles qualité interne, mais également de l'étape analytique pour donner les résultats comment on appelle ça, de la validation technique, mais également de la validation biologique. Après, tout autour, il y a tout ce qui est non-conformité, la gestion des non-conformités, la mise en place des actions correctives et des actions préventives également pour éviter justement ces non-conformités. Donc, en d'autres termes, tout ce qui se passe à l'intérieur du laboratoire avant la validation biologique, avant qu'on donne le résultat. Donc, la qualité interne, c'est le bon fonctionnement du laboratoire, mais également l'atteinte des objectifs que se sont fixés les membres justement de ce laboratoire. Donc, à différencier qualité externe et la qualité interne. Alors, il y a des notions également qu'il ne faudra pas mélanger. Déjà, il y a ce qu'on appelle le contrôle qualité. Quand on parle de contrôle qualité, c'est par rapport à un référentiel. Le référentiel peut être une loi, ça peut être une norme, comme ici, je vais donner l'exemple de la norme ISO 9000. Donc, c'est contrôle qualité, c'est justement la gestion de la conformité par rapport à un référentiel et on peut céder également d'étalonnage, de mesures, etc. pour voir est-ce que on est conforme ou bien ce qu'on fait est identique par rapport au référentiel en question. À côté de ce contrôle qualité, vous avez l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est tout ce que les membres du laboratoire, on va dire, ce qu'ils vont faire pour assurer la satisfaction de leurs clients. Et les règles de la résilience qualité, c'est planifier, c'est ce qu'on appelle le do, écrire tout ce que l'on fait. Il y a également faire ce que l'on a écrit. Il faut écrire également ce que l'on a fait et il faut tout le temps progresser. Comment progresser? Il faut corriger justement s'il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Il faut maintenir justement cette roue qu'on appelle la roue de Deming. Il faut également améliorer. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue qu'on abrège sous le cycle de PDCA, c'est-à-dire planifier, développer, contrôler, ajuster. C'est ce qu'on appelle le PDCA et c'est représenté souvent dans les manuels qualité avec une roue, la roue qui avance et qui ne recule pas. Ça ne recule pas parce que justement, on est derrière pour ajuster, pour améliorer, pour corriger, pour maintenir. Et puis enfin, vous avez le management de la qualité. Donc, le management de la qualité, c'est tout ce que le laboratoire va faire pour non seulement satisfaire les exigences du client, mais également pour être conforme aux textes qui sont réglementaires. Donc ça, c'est vraiment le management
qui est souvent effectué par comment on appelle ça, la direction du laboratoire ou alors la direction de l'hôpital ou même parfois le ministère de la Santé. Donc, ce sont à eux de dire que voilà, c'est comme ça qu'on va s'y prendre. Ça, ce sont des objectifs qu'il faut atteindre. Pour atteindre ces objectifs, il faut mettre telle chose. Donc, ça, c'est le management de la qualité. Donc, ce sont des concepts qu'il faut comprendre quand on parle de qualité. Contrôle qualité par rapport à un référentiel, assurance qualité, ce que le laboratoire doit faire pour assurer les exigences de ses clients en se basant justement sur cette roue qu'on appelle la roue de Deming, planifier, développer, contrôler, ajuster pour justement l'amélioration continue. Mais derrière, il y a le management qui permet d'impulser tout cela. Donc, le système de gestion de la qualité, comme vous le voyez ici avec ces différents points, moi, je le vois comme ceci, c'est-à-dire on part d'abord des bâtiments de la sécurité. On se dit, voilà, pour mettre en place un laboratoire, il faut des bâtiments qui sont adéquats, il faut également la sécurité, il faut regarder tout ce qui est eau, tout ce qui est électricité, etc. Après, il faut mettre en place l'équipement, le personnel également, mais quand l'équipement, le personnel est mis en place, il faut une bonne organisation derrière. Il faut définir, dans la gestion de la qualité, il faut définir l'organisation en partant d'abord de l'organigramme du laboratoire. Après, il y a pour justement le fonctionnement de tout ceci, de tout ce qui a été déjà mis en place, l'approvisionnement et la gestion des stocks. Oui, il faut des réactifs. Il faut gérer également ces réactifs. C'est la gestion de stock qui est également une partie très importante dans la gestion de la qualité parce que l'on ne peut pas se permettre d'être tout le temps en rupture de stock, par exemple, ce qui permet de stopper certaines analyses et les clients qui sont là, qui veulent faire cette analyse, voilà, il y a rupture de stock. Donc, gestion de stock, très important également. La gestion de l'information, donc les informations que l'on reçoit aussi bien du client que tout ce qui gravite autour du laboratoire. La gestion des problèmes, parce que dans le laboratoire, tout le monde le sait, il y a beaucoup de problèmes, donc il faut mettre en place des actions qui sont ce qu'on appelle des actions correctives, mais également des actions préventives, pour éviter justement que le problème ne se pose. Mais une fois que le problème s'est posé, quelles sont les actions que nous allons mettre en œuvre pour que ces actions ne se répètent pas? C'est ce qu'on appelle les actions curatives. Le service client pour voir est-ce que le client est satisfait, etc. Et tout ceci, il faut évaluer. Tout ce qu'on fait, il faut évaluer. Donc, pour évaluer les clients, par exemple, on peut mettre en place des box. Donc, chacun va mettre ce qu'il passe, ce qui va permettre après de lire et de voir ce qu'on peut améliorer. Donc, processus d'amélioration également. Alors, il y a un élément justement de la gestion qualité que je vais pas parler parce que je voulais terminer par ça, c'est le contrôle des processus. Donc, ça, c'est également primordial parce que tout ce qu'on met en place, il faut pouvoir contrôler que c'est effectivement ce que l'on veut, que c'est effectivement ce qui est correct et c'est effectivement ce à quoi l'on s'attend. Donc, le contrôle des processus, c'est vraiment ce sur quoi nous allons se baser, nous focaliser pour cet enseignement donc, du système de gestion de la qualité. Donc, le contrôle qualité, c'est la partie de la gestion de la qualité qui se concentre sur les exigences qualité à remplir. Donc, ces exigences qualité, je le répète, c'est par rapport à des référentiels. Et ici, nous avons donné comme exemple la norme ISO 9000 version 2000. Donc, il s'agit d'examiner un matériel de contrôle de nature connue avec les échantillons pour justement vérifier la justesse et la précision du résultat analytique dans son ensemble. Donc, vous voyez bien que justesse et précision, je l'ai mis en gras pour montrer que ce sont des mots importants dans cette définition. Et nous allons y revenir plus tard dans d'autres enseignements pour voir
que signifie la justesse ou l'exactitude, mais également la précision. Donc, le contrôle qualité, c'est examiner un matériel de contrôle en même temps que les échantillons pour vérifier justement la justesse et la précision du processus analytique dans son ensemble. Donc, le processus analytique, encore une fois, son but, c'est de détecter les erreurs et de les corriger avant que les résultats ne soient rendus aux patients. Donc, on va s'arrêter un peu ici. Quel type d'erreur? Il peut s'agir de plusieurs types d'erreurs, mais encore une fois, nous sommes au niveau de la phase analytique. Donc, il faut corriger ces erreurs, des actions correctives pour que l'erreur ne se répète pas, ou alors, souvent, si c'est possible, faire des actions préventives avant même que l'erreur ne soit là. Donc, détecter les erreurs, les corriger avant que les résultats du patient ne soient rendus. Alors, qu'est-ce qu'un contrôle de qualité? On peut se poser la question. Il y a l'OMS en 1981 qui a défini le contrôle qualité interne comme étant un ensemble de procédures qui vont permettre d'évaluer de manière continue le travail du laboratoire ainsi que les résultats qui en sortent. Donc, souvent, il y a certains qui parlent de contrôle qualité, tout simplement, d'autres qui parlent de contrôle qualité interne, mais suivant les appellations, c'est à peu près la même chose. Pour la suite de cet enseignement, on parlera de contrôle qualité. Donc, ce contrôle qualité va contrôler quoi? Les activités qui sont liées à la phase analytique. Donc, rien à voir avec la phase pré-analytique, c'est-à-dire tout ce qui est prélèvement ou alors la phase post-analytique. Mais ici, on est à la phase analytique, c'est-à-dire ce que les machines effectuent ou bien comment est-ce que la personne va effectuer l'analyse. Donc, le contrôle qualité va permettre de contrôler les activités, encore une fois, qui sont liées à la phase analytique. Donc, son but, on le répète, c'est détecter, d'évaluer et de corriger les erreurs qui peuvent être dues à différents facteurs. Le premier facteur, c'est un défaut du système d'analyse, c'est-à-dire l'appareil ou bien la méthode que vous utilisez et l'appareil est défectueux ou bien la méthode n'est pas la méthode adéquate, donc ça peut arriver. Des conditions de l'environnement, par exemple, je donne l'exemple par exemple de la cytogénétique où il faut travailler dans des environnements avec un certain degré d'hygrométrie, d'humidité, etc. Donc, si ces conditions de l'environnement ne sont pas en tout cas optimales pour l'analyse, ça peut fausser les résultats que l'on obtient. Les conditions d'exécution de l'opérateur. Alors, dans ce cas de figure, l'exemple que je peux donner, c'est des erreurs de pipettage. Donc, souvent, il faut pipeter une certaine quantité. L'opérateur n'a pas fait attention, il a pipetté une plus grosse quantité, ou bien il y avait des bulles d'air, ou bien il n'a pas bien homogénéisé le tube avant de le passer, etc., etc. Donc, les erreurs au cours de la phase analytique peuvent être secondaires à des défauts du système lui-même, l'environnement où est le système lui-même, ou bien l'opérateur qui prépare ou bien qui passe les tubes, etc. Donc, ce sont les différents types d'erreurs qu'on peut retrouver au niveau du processus analytique. Alors, ce contrôle qualité se fera pour des méthodes qui sont variées. On le sait tous, en laboratoire, on peut avoir des analyses qui sont quantitatives, des analyses qui sont qualitatives, donc on va revenir sur ces termes quantitatives, qualitatives, ou alors entre les deux, c'est-à-dire semi-quantitatives. Les analyses quantitatives vont permettre de mesurer la quantité d'une substance particulière dans un échantillon. Et encore une fois, nous allons revoir ces mêmes termes, à savoir l'exactitude et la précision. Donc, les mesures devraient être exactes et précises. Donc, quantitative, c'est détecter
dans une substance la quantité. Donc là, on est en train de doser, de mesurer, et souvent, il y a une unité de mesure particulière également qui va s'accompagner justement qui s'accompagne ces analyses quantitatives. Je donne l'exemple, par exemple, d'une C-réactive protéine en milligrammes par litre. Donc, on va doser pour avoir la quantité exacte de CRP, de C-réactive protéine, au niveau d'un échantillon. C'est la même chose, par exemple, pour le taux de cholestérol, pour une glycémie, etc. Donc, on mesure exactement et de façon précise, en tout cas aussi précis que ça puisse l'être, la quantité de cette substance dans un échantillon. C'est ce qu'on appelle les analyses quantitatives. À côté de ces analyses quantitatives, nous avons des analyses qui sont qualitatives. Donc là, ce n'est pas la quantité, mais on va apprécier. Comment nous allons apprécier? Il y a plusieurs exemples. Par exemple, croissance ou pas de croissance. Et là, vous voyez en haut de l'image une boîte de pétri avec des colonies bactériennes qui ont poussé en rouge là-bas, ou bien une boîte où il n'y a aucune pousse. Donc, il y a croissance bactérienne ici ou absence de croissance. Ça peut être des bactéries ou bien d'autres types de micro-organismes, hein, comme des levures ou bien des champignons, etc. Une autre façon d'apprécier est la positivité et la négativité. Par exemple, le test d'Emel. Le test d'Emel qui permet de rechercher la falsiformation des hématies pour détecter s'il y a de l'hémoglobine S, par exemple, chez un patient. On l'apprécie en disant positif ou alors négatif. Mais ça ne nous permet pas d'aller plus loin. Donc, présence ou absence. On peut également utiliser d'autres termes comme réactif ou non réactif, quelque chose qui a réagi ou quelque chose qui n'a pas réagi, ou alors par des changements de couleur. Donc vraiment, la liste n'est pas exhaustive. Dans les laboratoires, il y a beaucoup de méthodes d'analyse qualitative. Donc ici, c'était juste quelques exemples. En bas de l'image, vous pouvez voir, je pense que c'est une méthode de latex avec la présence d'agglutinat qui confirme la positivité de la réaction. Et à côté, vous avez l'absence d'agglutinat. Je dirais que c'est une méthode turbidimétrique en tout cas. L'absence d'agglutinat qui montre que c'est une réaction qui est négative. Donc, il faut mettre également ou savoir comment avoir un contrôle qualité pour ces analyses qui sont également des analyses de type qualitative où on ne dose pas, où ce n'est pas question de dosage, de quantité, mais d'appréciation, croissance, absence de croissance ou alors positif ou négatif, réactif, non réactif, ou bien les changements de couleur, etc. Alors, après ces analyses quantitatives et qualitatives, il y a d'autres types d'analyses qui sont des analyses qui sont semi-quantitatives. Et là, les résultats sont exprimés par une estimation de la quantité présente de la substance mesurée. Donc, c'est une estimation. Donc, on parlera de soit de traces ou bien d'une quantité qui est modérée sans pour autant avoir la quantité exacte. Ce qui fait que ce n'est pas des analyses qu'on peut considérer de quantitatives. En réalité, ces méthodes semi-quantitatives sont plus proches des méthodes qualitatives. Donc, quantitative, il faut avoir exactement la quantité, mais là, on apprécie. Donc, trace, quantité modérée, ou bien alors, on va mettre un plus, ou bien une croix, ou deux plus, trois plus, en fonction de la présence ou pas. Donc, l'exemple que je peux donner ici, c'est par exemple quand vous faites un groupage sanguin sur carte gel et vous voyez l'agglutination. Donc, la présence de l'agglutination va être quantifiée ou bien appréciée. Appréciée, c'est plus le terme, par des croix. 4 plus s'il y a une forte agglutination. 3 plus si c'est parsemé dans le gel
de plus ou bien E plus ou bien tout simplement absence. Donc là, on apprécie la réaction avec une certaine quantification, mais qui n'est pas une quantification exacte. Ou alors, il peut s'agir du nombre de cellules vues par champ au microscope optique. Là également, on peut apprécier ça soit en hématologie ou bien dans d'autres disciplines de laboratoire. Ou alors, on peut donner des titres, des dilutions dans des tests sérologiques. Par exemple, quand vous recherchez l'antistreptolysine O, les ASLO, vous trouvez que c'est positif. Vous pouvez faire une série de dilutions, en tout cas, pour vous rapprocher de la valeur la valeur de l'ASLO, mais vous n'allez pas avoir un résultat qui est, en tout cas, quantitatif, qui est précis. C'est juste un résultat qui est approché. Donc, il peut s'agir de plusieurs tests sérologiques. J'ai donné l'exemple de ASLO, la recherche du TRPM également avec le TPHA, ou bien même un titrage quand on recherche des anticorps, etc., etc. Donc, ça, ce sont des méthodes semi-quantitatives qui ne donnent pas une quantité exacte, mais qui permettent d'approcher cette quantité et qui sont, encore une fois, beaucoup plus proches des méthodes qualitatives que des méthodes quantitatives elles-mêmes. Donc, les étapes, justement, de ce programme, les étapes du programme de contrôle qualité passent d'abord par créer des lignes de conduite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut écrire également les procédures, c'est-à-dire comment il faut les faire. Une fois que tout ceci a été fait, il faut former le personnel. Non seulement il faut former le personnel, mais il faut également habiliter ce personnel parce qu'on peut former un personnel alors que la personne n'est pas du tout habilitée, par exemple, à faire ou à passer un contrôle de qualité. Donc, la formation, l'habilitation du personnel. Il faut assurer également une documentation derrière, une documentation complète, tout ce qu'on a écrit, tout ce qu'on a fait, il faut que ça soit écrit, consigné, rangé quelque part. Et après, à force de passer ou à force d'avoir des valeurs de contrôle qualité, il faut revoir ces données, c'est-à-dire la revue des données de contrôle qualité. Et puis, il faut inclure justement dans la rédaction des procédures, il faut inclure les actions correctives. Donc, j'en ai parlé à l'entame de mes propos en disant que ces actions correctives permettent justement de corriger une erreur qui s'est déjà produite pour que cette erreur ne se reproduise pas. Donc, il faut inclure des actions qui sont correctives, qui sont différentes des actions préventives, qui sont des actions en amont de l'erreur, c'est-à-dire avant même que l'erreur se produise. Mais une fois que l'erreur est là, il faut mettre en place des actions correctives pour éviter que cette erreur se reproduise. Donc, ces étapes du programme, encore une fois, vont graviter autour d'une rédaction des procédures, autour plutôt de la documentation qui est complète, de la formation et de l'habilitation du personnel et justement de revoir ces données de contrôle qualité pour souvent détecter les erreurs. Et quand les erreurs sont détectées, il faut mettre en place des actions correctives pour que l'erreur ne se répète pas. Donc, en résumé, au terme de cette introduction, un peu longue, je l'avoue, mais qui va nous permettre, en tout cas, de camper le sujet contrôle qualité au laboratoire. Donc, c'est une partie qui est importante du système de gestion de la qualité, partie importante parce que ça permet justement de vérifier ou bien de surveiller en tout cas ce qu'on fait au niveau de la phase analytique. Donc, le but étant de détecter des erreurs, de les éliminer avant que les résultats ne soient rendus. Donc, c'est ça le but du contrôle qualité au niveau du laboratoire. Différents processus de contrôle qualité sont appliqués pour contrôler, comme nous l'avons si bien dit, des examens
ou bien des analyses qui peuvent être soit quantitatives, où on va voir la quantité exacte d'une substance dans un échantillon, et souvent il y a des unités, donc souvent c'est des unités en grammes par litre, milligrammes par litre, ça dépend. On peut contrôler également des examens ou des analyses qui sont qualitatives avec une appréciation positive, négative, réaction, absence de réaction ou bien plusieurs croix, ou une croix, deux croix, etc. Ou alors des analyses qui sont qualitatives également, donc semi-quantitatifs, qualitatifs, positifs, négatifs, etc. Donc, voilà ce que j'avais à dire en ce qui concerne cette introduction sur le contrôle qualité au laboratoire, ce qui va nous servir de tremplin pour faire les autres enseignements, à savoir le contrôle qualité interne au laboratoire en ce qui concerne les analyses quantitatives, puis les analyses qualitatives et semi-quantitatives. Donc, si vous avez des questions et des commentaires, vous pouvez les faire. Oui, je serai heureuse en tout cas de pouvoir répondre aux questions que vous poserez. Je vous remercie de votre attention. Merci.